Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. On le reconnaît à son envergure de plus de 2,50 m, à son long cou, à son bec fort qui lui permet d'arracher muscles et viscères ou encore à sa tête dotée d'un fin duvet. Le vautour fauve est un des plus grands rapaces nécrophages d'Europe. Son vol est caractéristique et en montagne, on peut souvent observer ce planeur lourd et massif tourner en colonie et en rond au-dessus de nos têtes à la recherche d'un cadavre à dépecer. Strictement charognard, le vautour fauve s'adapte à son environnement et la diminution du nombre de grands animaux sauvages le pousse aujourd'hui à consommer essentiellement des animaux domestiques morts. Au fil des siècles, il est en quelque sorte devenu dépendant de l'homme pour se nourrir. Vénéré en Égypte, chez les Grecs ou encore chez les Romains, la religion chrétienne a bien failli lui être fatale, en faisant de lui un symbole de cruauté, d'avidité et même de malhonnêteté. Victime de son apparence inquiétante, le vautour fauve est passé tout près de l'extermination en France. Piégé, tiré et empoisonné à outrance, il a fini par être totalement protégé en 1972. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Stéphane Desrousseaux, accompagnateur en montagne, animateur nature et photographe. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Stéphane, on l'a dit en introduction, le vautour fauve est strictement charognard et sa morphologie est adaptée pour dépecer les cadavres. Expliquez-nous en quoi. En effet, le vautour fauve est un charognard exclusif. C'est-à-dire qu'il va se nourrir des cadavres de mammifères sauvages ou de bétail domestique. Il va utiliser les orifices naturels pour entrer dans la bête, donc enfoncer la tête jusqu'à une certaine collerette dont on parlera plus tard, pour dépecer les chairs des animaux dont il va se nourrir. De plus, son bec est adapté pour couper, il est solide, et si la carcasse n'est pas très fraîche, il va devoir découper la peau, souvent en passant par les zones tendres qui sont situées à l'aine ou l'aisselle. Ses pattes sont adaptées à la marche, elles sont pas du tout adaptées pour l'appréhension, donc il ne peut rien saisir avec ses pattes. Elles sont munies de 4 doigts épais et équipées de grosses griffes courtes et peu recourbées, un peu comme des pattes de poule. Elles vont vraiment être différentes des cerfs de rapaces prédateurs. Donc il est incapable de transporter des matériaux avec ses pattes. Il se sert uniquement de ses pieds pour se déplacer et lors des repas, pour prendre appui sur les carcasses afin de mieux en extraire les morceaux avec son bec. Il préfère largement consommer la chair fraîche, mais il ne va pas dédaigner la chair putréfiée quand il a vraiment faim. Stéphane, nous, si on mange des cadavres qui ont plusieurs heures ou plusieurs jours, on va être malade. Qu'est-ce qui lui permet à lui de s'en nourrir tout en restant en bonne forme, en bonne santé, si j'ose dire ? Ces cadavres, en fait, peuvent avoir plusieurs raisons d'être présents. Donc, ça peut être l'accident, la vieillesse. Il peut y avoir des attaques aussi, soit de chiens ou de prédateurs. Ou parfois, c'est la maladie qui va tuer ces bêtes. Donc, une maladie qui peut être à la fois contagieuse et donc contenir une multitude de microbes, de bactéries ou même des virus. Donc, le vautour, lui, va s'en nourrir. Et on peut considérer que son estomac, c'est comme un four à 40 degrés. Voilà, il est vraiment très acide. Il va sécréter des sucs digestifs tellement corrosif qu'on ne retrouve quasiment plus rien de tous ces microbes, ces bactéries et ces virus dans ses fientes. À titre de comparaison, l'acidité de son estomac est 10 fois plus élevée que celle des humains. Estomac comme un four donc, mais qui ne le protège pas du saturnisme. Le vautour fauve est particulièrement sensible à cette maladie. Elle est due à quoi, Stéphane, et qu'est-ce qu'elle entraîne ? Alors le saturnisme est une maladie qui est due à l'ingestion de plomb. Et ces plombs, on les retrouve dans les animaux qui ont été tués par la chasse, donc par des grenailles ou par des balles en plomb. C'est une source possible de mortalité chez le vautour fauve, surtout par accumulation et donc après empoisonnement. Voilà, le plomb en fait va rester stocké dans l'organisme du vautour et créer une intoxication. Contrairement au gypaète barbu, le vautour fauve, lui, ne mange pas les os. Il consomme quoi en général ? Ses mets préférés sont les viscères, les intestins, l'estomac, le cœur, les poumons, le foie. Tout ce que nous, on adore, en fait, ou presque. Voilà, le foie aussi, très riche en vitamines. Par contre, effectivement, les derniers qui vont arriver sur une carcasse vont se contenter des muscles et parfois certains de la peau s'il ne reste plus que cela. Alors, il est vraiment adapté pour ingérer tous ces viscères gluants. Sa langue est évidée, ça forme comme une pelle à charbon et en plus elle est garnie de minuscules épines qui sont dirigées vers l'arrière. Rien ne peut ressortir, tout va vraiment vers son estomac. Et grâce à son grand bec, ça lui permet
aussi de prendre des grandes quantités en une seule fois. Est-ce qu'il va tout digérer dans son estomac qui est comme un four ou est-ce qu'il va faire des pelotes de réjection? Bien que son estomac va quasiment tout détruire, il peut lui rester des morceaux, des ingurgités, des parties peut-être un peu plus dures ou parfois des plumes ou des os. Et comme la plupart des rapaces, il va produire des pelotes de rejection qui vont contenir tout ce qu'il n'a pas pu manger comme les os et les poils. Stéphane, les vautours fauves ne sont pas les premiers à venir s'occuper d'un cadavre. À quel moment vient leur tour? En effet, ils sont rarement les premiers, même sur un cadavre. Il va se repérer grâce à ses talents d'ornitho. Voilà, le vautour fauve est un bon ornitho comme ceux qui l'observent. Il s'intéresse à des espèces qui sont charognardes, comme les milans ou les corvidés. Donc dans les corvidés, on retrouve les corbeaux, les corneilles, les pies. Un rassemblement de toutes ces espèces, ou de quelques-unes, attire son attention parfois même à plus de 30 km. L'oiseau qui va l'intéresser le plus, c'est le grand corbeau, qui est souvent le premier à se poser sur les cadavres. Donc il fait vraiment confiance aux autres animaux pour trouver les carcasses en premier, et lui, il est attiré par ces indications. Notre vautour fauve, il peut parcourir des centaines de kilomètres pour trouver sa nourriture. Est-ce que ça veut dire qu'elle devient rare? Alors déjà, il ne s'intéresse qu'aux grands animaux. Rien en dessous de la taille d'un chien ou d'un renard. Les grands cadavres en pleine nature deviennent une denrée rare. À une certaine époque, il y avait des grands troupeaux d'aurochs, de bisons, de chevaux sauvages et du coup beaucoup de cadavres abandonnés. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc c'est beaucoup plus difficile pour lui de trouver à manger. Il va effectuer sa recherche en équipe. Toute sa vie d'ailleurs est organisée autour du groupe, c'est un animal très sociable. C'est d'ailleurs le seul rapace quasiment à vivre en groupe. Donc il se peut qu'il ait parfois à faire des centaines de kilomètres pour trouver un cadavre. Et pour être plus efficace, les vautours ont mis au point une tactique impressionnante de quadrillage du ciel. Et malheureusement, comme peu de cadavres naturels d'animaux sauvages sont présents actuellement, ils se contentent des animaux d'élevage, comme les bœufs, les brebis, les cochons. Il est devenu complètement dépendant de l'homme et des élevages. L'été, notamment, on peut voir les vautours vraiment très très haut dans le ciel pour prospecter, pour chercher ces cadavres. Ça veut dire qu'ils ont une bonne vue? Il a une excellente vue. À 3000 mètres d'altitude, il peut distinguer dans l'herbe un animal de moins d'1 mètre de long. Donc c'est une vue assez précise et claire. Et on a vu que grâce à ses talents d'ornitho, il repère les oiseaux à plus de 30 km de distance, les oiseaux charognards qui vont lui indiquer qu'une carcasse est en dessous. Est-ce qu'ils ont des circuits pour chercher leur nourriture? Est-ce qu'ils vont souvent aux mêmes endroits? Alors on a vu qu'ils étaient organisés et ils font cette recherche en groupe. Grâce à cette organisation, il va passer au peigne fin une région immense qu'on peut estimer à 4000 à 5000 km² par jour. Les individus se séparent dans le ciel et ils volent sur la distance la plus grande tout en scrutant minutieusement le sol à la recherche d'une carcasse. Donc c'est important aussi d'observer le sol et d'observer ses voisins pour voir ce qu'ils font. Et souvent, il y a une distance entre deux vautours de 5-6 km. Dès qu'un des vautours va commencer à descendre en tournoyant la tête vers le bas, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Les plus proches vont foncer vers lui, même parfois à des vitesses impressionnantes de jusqu'à 90 km/h pour le rejoindre. Et donc ceux qui sont plus éloignés voient leurs voisins piquer vers un point commun, et donc un peu à la fois, tous, avec la distance, vont se rapprocher vers la carcasse. Une autre chose, ils mémorisent les fermes et surtout les placettes que les paysans vont utiliser pour déposer les animaux morts. Donc dans son environnement quotidien, il va faire le tour de ces placettes pour voir s'il n'y a pas de nouvelles carcasses. Chercher des cadavres, c'est leur activité principale dans la journée? Oui, c'est son activité principale et les vols peuvent durer de 5 à 6 heures. Les vautours fauves communiquent, Stéphane, de manière sonore, notamment par des cris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et pourquoi? Alors déjà, les manifestations sonores sont une succession saccadée de caquettements secs, parfois des longs soufflements ou des chointements ou des grognements qui vont accompagner des petites provocations ou des bagarres. Il va émettre ces sons surtout pour faire sa place sur les corniches ou lors des curés, mais le reste du temps, il est très pacifique. Et comme on a vu, il va aussi communiquer par ses attitudes de vol, ce qui va permettre d'indiquer à ses voisins qu'une carcasse est proche. Vous parlez de curée, Stéphane, est-ce que vous pouvez justement nous décrire ce qu'on appelle une curée? Alors la curée, ça va être le moment où il va se nourrir. Une fois que les vautours fauves sont posés autour de la carcasse, ils ne vont pas s'en approcher tout de suite, ils restent à une distance, ils forment un cercle à une bonne dizaine de mètres. Ils peuvent rester comme ça et observer jusqu'à quelques heures, alors que la carcasse est prête à être dévorée juste devant eux.
Il s'approche un peu à la fois sans trop oser y aller. Et souvent, c'est le plus courageux ou le plus affamé, ou alors celui qui a une nichée à nourrir qui va se jeter le premier sur la carcasse. Alors d'abord, il est très méfiant. Un coup de bec pour voir si la bête bouge. Et si elle ne bouge pas, c'est bon. Et là, c'est la cohue. Ils vont tous se jeter sur la carcasse. Ça fait un brouhaha pas possible, un petit bordel. Il y a des grognements, des gloussements, des soufflements. Donc ils vont écarter les ailes, donner des coups de bec. Ils veulent être tous les premiers sur la carcasse et avoir les meilleurs morceaux. C'est tout ça qu'on appelle la curée. C'est tout ce moment en fait d'excitation, d'attraper le meilleur morceau de viande et faire sa place par rapport aux autres. Et comme on a vu plus haut, son bec large et sa langue lui permettent d'avaler assez facilement les viscères gluants et les envoyer droit dans l'œsophage. Le vautour fauve est ce qu'on appelle, Stéphane, un oiseau planeur. Ça se traduit comment concrètement? Quelle est sa technique de vol? Alors c'est un oiseau, et la plupart des oiseaux vont se déplacer en battant des ailes. Mais lui, il en est incapable. S'il devait se déplacer en battant uniquement des ailes, il pourrait pas voler plus d'1 kilomètre de distance. Donc lui, il a inventé une technique, c'est le vol zéro énergie, comme les planeurs qu'on voit dans le ciel parfois sans moteur. Grâce à son envergure de 2,70 m, ses grandes ailes vont lui permettre une portance maximale. Donc la portance fait que il tient bien facilement dans le ciel sans battre des ailes. D'autre part, il est capable de déceler les mouvements d'air et de prendre les courants ascendants. Donc ils vont du bas vers le haut, qui sont constitués d'air chaud et qu'on va appeler les thermiques. Donc ces thermiques se créent le long des parois ensoleillées et permettent de prendre de l'altitude et ensuite de se laisser planer jusqu'au courant suivant. Donc en fait, cette technique de vol, c'est de se mettre dans un thermique, de prendre de l'altitude et de planer jusqu'au thermique suivant. On a constaté et on a mesuré que dans les thermiques, l'air monte parfois de plusieurs mètres par seconde. Donc en 15 minutes, le vautour peut se retrouver à plus de 1000 mètres d'altitude. Et 1000 mètres d'altitude, ça va lui permettre de glisser, de planer environ 15 km. Donc ça lui permet de faire des distances assez longues sans dépenser d'énergie. Et des études ont montré qu'il économise 97% de l'énergie qui lui aurait été utile pour le même déplacement en battant des ailes. C'est-à-dire qu'il dépense quasiment rien du tout pour se déplacer. Quel est son rapport poids-taille et est-ce qu'on peut différencier les mâles des femelles? Le vautour est un rapace. Il appartient à la famille des Accipitridae. Dans cette famille, un des points communs est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence entre le mâle et la femelle. Chez ces rapaces, le mâle est toujours un peu plus petit que la femelle. Chez le vautour, la différence est très faible, voire quasi inexistante. Si on parle de ses mensurations, il a une taille du bec à la queue de d'1,10 m, une envergure entre 240 et 280 cm, c'est-à-dire entre 2,40 m et 2,80 m, et il pèse entre 8 et 11 kg. Stéphane, les vautours fauves prennent grand soin à entretenir leur plumage. Du coup, on comprend pourquoi avec cette technique de vol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Il consacre chaque jour beaucoup de temps pour s'occuper de son plumage. Ses plumes sont très importantes pour lui, donc il en prend vraiment soin. Il va les lisser chacune soigneusement et les ranger bien comme il faut. Et une fois qu'il en a fini une, il passe à la suivante. Ça va lui permettre plusieurs choses, à la fois d'éliminer toutes les petites impuretés collées sur le plumage et qui pourraient perturber son vol, donc lui faire perdre de l'altitude ou moins facilement monter dans les ascendants. Et autre chose, il va les imperméabiliser. Il applique une sorte de petit cirage transparent et gras qu'il va sécréter lui-même par une glande comme font les canards. À noter aussi que dans les curés, souvent, il ressort avec un plumage un peu sali. Donc il va parfois se baigner dans un ruisseau, dans une mare ou un abreuvoir pour éliminer les impuretés qui se sont collées sur son plumage. Et une autre particularité de son plumage, c'est que sa tête et son cou ne sont recouverts que d'un petit duvet. Et à la base de son cou, il a une collerette qui, elle, va empêcher le sang de couler sur le plumage entier. Voilà, c'est une sorte de petit bavoir d'éponge qui permet de garder le plumage le plus propre possible lors des curées. Et à noter que ce sont des oiseaux qui vont muer toute leur vie. Donc on a vu que leur plumage était essentiel et ils vont renouveler les plumes régulièrement mais progressivement. Voilà. S'ils renouvelaient une grande partie d'un coup, ils seraient cloués au sol pendant plusieurs semaines. Ils ne pourraient pas se nourrir et du coup, ça serait la mort assurée. L'essentiel de la mue va se dérouler de juin à septembre.
bien qu'on constate que les rémiges primaires parfois se renouvellent toute l'année et que des individus présentent une mue des couvertures, donc les plumes au-dessus sur les ailes, de début avril à fin novembre. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire cet oiseau qu'on ne voit, il faut l'avouer, pas très fréquemment en Saône-et-Loire? Au niveau de la taille, j'ai l'habitude et j'aime bien le comparer à un dindon. C'est au niveau morphologie, au niveau taille, volume, c'est à peu près la même chose. Et pour le décrire plus précisément, comme on a vu, son crâne et son cou sont recouverts d'un duvet blanc. À la base de son cou, il y a une collerette, qui sont des plumes blanches et duveteuses. Son bec est puissant, plutôt de couleur pâle, et il a les yeux jaunes. L'ensemble de sa poitrine et de son ventre sont fauves et contrastent vraiment avec le dos et le croupion qui sont plutôt chamois, de couleur chamois brun. Ces rémiges, donc les plumes des ailes et les plumes de la queue, qui est courte et carrée, sont de couleur plutôt brun foncé, voire noir, donc vraiment foncé. Et le dessous de ses ailes est recouvert de stries brunes. Stéphane, les vautours fauves ont l'esprit grégaire et vivent en colonie. De combien d'individus sont-elles constituées et sont-elles essentiellement familiales? Alors les colonies peuvent vraiment être importantes et comporter plus d'une centaine d'individus sur certaines parois. Et parfois il peut y avoir aussi plusieurs parois très proches qui vont constituer la colonie. On a tendance, quand on les voit tous collés les uns les autres sur les corniches, de penser à la crise du logement. Et on peut aussi comparer les parois à des HLM. C'est vraiment des corniches occupées au maximum et vraiment proches. C'est plus ou moins familial, car les jeunes, en fait, peuvent revenir se reproduire dans la colonie, mais ce n'est pas toujours le cas. Contrairement au gypaète, lui, qu'on dit, avec un petit mot scientifique, philopatrique, c'est une tendance aux individus à rester ou à revenir se reproduire à l'endroit où ils ont décollé. De quoi notre vautour fauve a-t-il besoin dans son domaine vital? Alors lui, il a surtout besoin de relief et de parois orientées au sud. L'été, il va vivre plutôt proche des alpages. Ce sont des endroits où il va trouver le plus de carcasses. Comme on a vu, il est dépendant vraiment de l'élevage et c'est vraiment la source la plus importante pour lui l'été. L'hiver, la période est beaucoup plus compliquée puisque il y a plus d'animaux dans les alpages et la plupart des bêtes sont rentrées dans les fermes. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour lui de trouver de la nourriture. Surtout que c'est la période des accouplements et ensuite des pontes. Donc il doit rester proche du nid pour nourrir ou relayer celui qui est en train de couver. D'autre part, les termites sont beaucoup moins nombreux que l'été et surtout moins vifs. Donc il peut se déplacer beaucoup moins loin. Il va suivre des chemins qui longent les falaises. C'est une sorte de sentier aérien. Il va essayer de trouver dans un environnement plus proche de son nid de quoi faire des réserves pour pouvoir passer les semaines difficiles. Et quand il a fait justement des bonnes réserves, il est capable de se passer de nourriture pendant 2 à 3 semaines. Il n'est pas du tout migrateur, le vautour fauve? Alors les adultes, non, ils sont sédentaires. Par contre, les juvéniles et les immatures vont entamer une migration à partir de l'automne. Donc les jeunes qui sont nés en début d'année, à l'automne, vont partir soit vers l'Afrique, l'Espagne, et parfois jusqu'au sud du Sahara. La période de reproduction a lieu entre novembre et janvier. Est-ce que les couples sont formés à vie? Alors, chez les vautours, les couples restent en principe unis durant toute leur vie. Par contre, c'est vrai qu'on a longtemps cru que c'était des oiseaux fidèles, mais rien n'a échappé aux naturalistes qui ont fait des études. Beaucoup de vautours ont été bagués et sont encore bagués, ce qui permet le suivi de certains individus, mais ça a aussi permis de montrer qu'ils n'étaient pas complètement fidèles. Et à quoi ressemblent les parades nuptiales? Alors, la parade nuptiale est vraiment très sympa à observer. C'est encore une prouesse de vol dont le vautour est capable. On appelle cela le vol en tandem. Un des vautours du couple va s'arranger pour planer à la même vitesse que l'autre vautour qui est situé sous lui et il se met à imiter ses gestes. Alors souvent, c'est la femelle qui est au-dessus et le mâle en dessous. Donc la femelle qui est au-dessus va descendre progressivement vers l'autre et plus les deux vautours sont proches, plus les turbulences rendent le vol difficile. C'est vraiment complexe à réaliser. Celui du dessus va descendre jusqu'à parfois quelques dizaines de centimètres de l'autre, toujours en imitant les moindres mouvements. Et ils vont rester comme ça quelques secondes supplémentaires. Ça montre en fait qu'ils sont unis et qu'ils volent dans la même direction en gros. Voilà. On remarque parfois que des vautours s'invitent et on peut observer des tandems avec 3, 4, 5 vautours empilés les uns au-dessus des autres. C'est assez rigolo à voir.
Les vautours fauves, ils vont pondre un œuf en janvier ou bien en février. Comment et où se passe l'élevage des jeunes, Stéphane? Alors la couvaison dure 55 jours. Dès que le petit va sortir de l'œuf, il est nourri pendant 4 mois et demi à peu près. Après, il va réussir à se balader et il va encore avoir besoin de 2 à 4 semaines pour apprendre à atterrir et décoller correctement. Donc pendant ce temps-là, les adultes continuent de le nourrir. Et une fois qu'il sera capable d'utiliser les vents et de passer d'un thermique à l'autre facilement, il va rejoindre la colonie et le groupe pour aller chercher les carcasses. Et du coup, il apprendra avec le groupe comment se nourrir sur les carcasses lors des curées. La prédation, elle est importante chez les juvéniles? Alors le moment le plus critique est la couvaison. C'est avant que le jeune soit né. Donc ça se passe en plein hiver. Il peut faire très froid. Dans certaines régions, il gèle le jour et la nuit pendant même plusieurs journées. Et son prédateur principal reste le grand corbeau. Alors le grand corbeau est un oiseau assez malin. Il sait que le vautour est en train de couver et donc il vient l'embêter. Il peut lui monter dessus, il peut tirer les ailes, les plumes de la queue pour que le vautour se lève et se défende. Et dès que le vautour va se lever et se défendre, l'œuf sera accessible par l'autre corbeau et il va être cassé. C'est son plus grand risque. Un autre risque vient surtout de l'humain, soit des hélicoptères, des avions, des deltaplanes ou des parapentes qui peuvent passer près des falaises et qui vont effrayer le vautour qui lui va délaisser le nid. Et une fois que le nid est délaissé, l'œuf est accessible surtout aux grands corbeaux. À noter aussi que parfois les photographes qui veulent justement observer et prendre des photos des vautours peuvent causer du dérangement et aussi effrayer les vautours qui vont quitter le nid. À noter que tout ça, je crois, est condamnable pénalement. Oui, c'est condamnable pénalement. Il y a eu un cas pas avec des vautours fauves, mais avec des gypaètes il y a quelques années en Savoie, et les tribunaux ont pu démontrer que le parapentiste était allé volontairement voir un nid de gypaètes, et les gypaètes ont été effrayés et ont abandonné le nid en pleine couvaison, ce qui n'a pas permis d'aller jusqu'à la naissance d'un gypaèton. Voilà, on n'a pas le droit de déranger ces espèces qui sont protégées, je le rappelle, sur notre territoire. Stéphane, à quel moment les jeunes vont-ils être capables de prendre leur indépendance? Ils vont être indépendants quand ils seront autonomes, capables de voler, de trouver des carcasses et de se nourrir. Mais si on fait le total, tout cela, ça va prendre quasiment 8 mois depuis que le couple a commencé à faire son nid jusqu'à l'envol et l'indépendance complète. Et ça peut même être plus long si le jeune n'est pas très dégourdi. Les vautours fauves, je le disais en introduction tout à l'heure, ont été quasiment exterminés en France au XIXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui leur a permis de survivre jusqu'à notre époque? Alors c'est sûr que comme beaucoup d'autres animaux, on va passer d'une époque il y a quelques siècles où c'était un animal vénéré à nos jours où il y a une centaine d'années ou un petit peu plus, à un animal vraiment détesté. Chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, les vautours étaient des animaux vénérés. Ensuite, ils sont passés au stade de détester, surtout à cause de l'influence de la religion chrétienne en Europe. Il est associé à la malhonnêteté, à la lâcheté. Encore actuellement, on utilise le terme de vautour pour une personne cruelle et avide. C'est ancré vraiment dans notre culture. Même le célèbre naturaliste Buffon, qui décrivait les vautours comme des lâches assassins, plutôt des voleurs que des guerriers liés à la corruption et à l'infection. Voilà. Donc c'était pas très glorieux pour le vautour, alors que sa fonction d'équarrisseur naturel, qui est plutôt bénéfique pour nous, faisait de lui une bête immonde et sale. Donc il a quasiment été exterminé en raison de l'usage de poisons, de tirs, ou aussi de mise en œuvre de mesures sanitaires d'équarrissage qui obligent les éleveurs à traiter les cadavres des bêtes qu'ils élèvent. Avant, dans les fermes, il y a un petit peu de temps, les bêtes étaient laissées à l'abandon dans un coin d'un pré et les charognards venaient dépecer complètement ces cadavres. Des mesures sanitaires ont obligé un équarrissage organisé. Donc l'espèce, ce vautour, a disparu des Alpes et des Alpilles au XIXe siècle et on a une date précise dans le massif central, dans les Grands Causses, en 1946. Il restait une petite colonie dans les Pyrénées dans les années 60. Les décennies suivantes ont vu l'application de mesures de protection qui ont permis à l'espèce de prospérer. Donc la création des réserves naturelles et la mise en place de sites de nourrissage.
Des mesures de protection aussi, protection totale sur le territoire français depuis 1972, et après ça a été renforcé par la protection de l'ensemble des rapaces en 1976, plus en 1981 l'ensemble des oiseaux protégés sur le territoire. Et il a pu aussi prospérer ces dernières années, ces 30-40 dernières années, grâce à des programmes de réintroduction. Stéphane, la suppression des charniers en plein air, notamment en Espagne en 2003, a posé de nombreux problèmes aux populations de vautours fauves. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact de cette mesure sur les espèces ? Oui, dans les Pyrénées espagnoles, d'immenses charniers collectifs ont été fermés il y a un peu plus de 10 ans, même presque 20 ans maintenant. On ne s'en rendait pas forcément compte, mais les vautours, les colonies qui vivaient plutôt du côté des Pyrénées françaises, les colonies allaient beaucoup se nourrir sur ces charniers. Depuis la fermeture de ces charniers, on a remarqué un léger déclin de la population globale des Pyrénées des vautours fauves. En fait, ça s'explique assez facilement, c'est que moins il y a de nourriture à partager, plus l'espèce a des difficultés à prospérer, du coup à mener à terme les petits après la naissance ou même aux adultes de se nourrir et de vivre en bonne santé. Les lignes électriques et les lignes à haute tension entraînent également la mort de nombreux individus aujourd'hui. Est-ce que le vautour fauve doit faire face à d'autres menaces ? Alors, la première cause de mortalité identifiée est vraiment liée au réseau électrique, donc des électrocutions ou des collisions. Comme on a vu, il y a certaines activités qui sont dérangeantes pendant que un des deux individus va couver. Donc, les activités de plein air aussi, l'escalade ou la via ferrata. Le survol des sites de nidification et la photo occasionnent le plus souvent des dérangements qui peuvent nuire au succès de reproduction. Il est beaucoup plus tolérant que les autres rapaces et les autres vautours à tous ces dérangements, mais c'est quand même une des menaces principales. Comme on vient juste de le voir aussi juste avant, un autre danger, c'est l'arrêt des charniers organisés. Donc la loi en France oblige d'évacuer les cadavres de bétail pour des raisons sanitaires. Or, l'alimentation des vautours dépend majoritairement de ces charniers aménagés à leur intention. Une interruption de l'approvisionnement artificiel pourrait vraiment les affecter directement. Le caractère grégaire du vautour fauve et son mode d'alimentation vont le rendre aussi très vulnérable au poison, qui a été sa principale cause d'extinction en Europe, principalement en Europe de l'Est. Comme on l'a vu, elle est aussi sujette aux intoxications au plomb. Et ces dernières années, quelques cas de tir sont réapparus en France, en particulier dans les Pyrénées, mais ça reste des cas isolés. Le vautour fauve est nécrophage, mais certains éleveurs l'accusent aujourd'hui d'attaques sur des animaux domestiques vivants. Est-ce que c'est possible ? Alors, des dommages sur des animaux domestiques vivants sont régulièrement imputés au vautour fauve, en effet. C'est assez rarissime et ça concerne que des animaux en difficulté lors de la mise bas. Par exemple, le retournement de la matrice avec un veau mort-né, ou sérieusement blessé, ou dans l'incapacité de survivre. Ce vautour, en fait, ne s'en prend jamais à un animal vivant en bonne santé. Donc, comme on a vu dans la curée, le vautour reste assez patient et assez éloigné de la carcasse avant d'oser s'en approcher. Et le premier qui s'en approche va donner un coup de bec. Si lors du coup de bec, la bête va remuer et bouger, les autres vautours vont pas s'en approcher, ils vont vraiment attendre. Donc en fait, les cas qui ont été relevés par les éleveurs sur des animaux vivants, c'était des animaux qui étaient quasi morts en train de mourir et du coup les vautours étaient autour à attendre la mort effective de l'animal pour pouvoir s'en nourrir. Quels sont les endroits en France où on peut observer le plus de vautours fauves ? Alors on a la chance maintenant de pouvoir l'observer dans quasiment tous les massifs montagneux des Préalpes, des Alpes, des Pyrénées, ainsi que dans les gorges très connues comme les gorges du Verdon, les gorges du Tarn ou les gorges de la Jonte, qui sont juste à côté des gorges du Tarn. Et c'est principalement là, les gorges du Tarn et de la Jonte, en fait, vont permettre aussi une jonction entre les populations alpines et pyrénéennes. À chaque fois que je sors en montagne maintenant, en tout cas principalement dans le Vercors, je vois des vautours fauves. Quel est votre plus beau souvenir, l'observation que vous n'oublierez jamais ? C'est surtout les voir les colonies à Rémusat, dans les Baronnies, au sud de la Drôme. Il y a une colonie énorme et quand on va sur les crêtes, on les voit atterrir et décoller. On voit vraiment vivre leur quotidien. Et il m'est arrivé aussi de voir ce qu'on appelle des vols de presque 60-70 vautours, en fait, prendre des ascendants. Donc ça c'est vraiment mes plus beaux souvenirs.
Et un autre souvenir aussi, c'est avec une classe de scolaire sur un projet sur les vautours, justement. Les gardes de la réserve des Hauts-Plateaux du Vercors avaient gardé une caissette de viande pour nous montrer vraiment comment ces vautours s'organisaient pour venir se nourrir. Et donc, à l'heure du repas, de notre repas, on mangeait nos sandwichs et les gardes ont déversé cette caissette de viande à une centaine de mètres de nous. Et en 10 minutes, il devait y avoir à peu près 50 vautours qui étaient posés et qui se nourrissaient de cette viande. Donc on a pu observer la curée en réel et c'était un moment merveilleux pour les enfants, pour les enseignants et aussi pour moi. Merci beaucoup Stéphane Desrousseaux, accompagnateur en montagne, animateur nature et photographe, d'avoir répondu à nos questions. J'invite nos auditrices et auditeurs à consulter votre site internet curieuxdenature.fr et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de 100% Nature. Merci Sandra. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.